Bonjour à tous, bonne rentrée à tous. On est trop content de vous avoir pour cette première semaine de septembre. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je vais partager mon écran rapidement. Voici donc. Donc, bienvenue à cette session Office Hours. C'est la troisième qu'on organise en français avec Figma. On avait fait une session au début de l'année sur les design systems. On en a fait une autre avant l'été sur les variables. Et on s'est dit que pour la rentrée des classes, on allait faire un sujet d'introduction à l'auto-layout, qui est une des fonctionnalités, on va dire, principales quand on design dans Figma. C'est une fonctionnalité qui, moi, en tout cas, quand j'ai commencé à designer sur Figma en 2020, m'a changé ma vie. Qui c'est pas une feature qui est toute jeune, on va le voir, ça fait longtemps qu'elle est là, mais elle est continue d'être updatée régulièrement. On a d'ailleurs sorti un update majeur qui s'appelle Grid pendant notre grande conférence annuelle à Config avant cet été. Et surtout, je pensais que c'était intéressant de le faire parce que, outre le fait que bon, on est tous en train de revenir de l'été et que c'est bien de reprendre les bases parfois un peu, il y a des choses aujourd'hui dans la façon dont les outils évoluent et les processus évoluent qui m'ont fait dire que c'est quand même une fonctionnalité qui est plus intéressante que jamais à maîtriser. Et on va voir pourquoi. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, aujourd'hui je suis rejoint par Hugo et par Pedro. Je suis Alexia, je suis designer advocate chez Figma basée à Paris. Je suis designer, j'étais designer avant de rentrer chez Figma et maintenant je parle beaucoup de temps à parler avec des designers et avec des développeurs de design. Comme j'ai dit, j'ai mes collègues aujourd'hui. Pedro nous rejoint de Paris aussi et j'ai Hugo de Londres. On est toute la team francophone et je veux bien savoir du coup, pour ceux qui, notamment pour qui c'est la première fois sur des live streams avec nous, d'où est-ce que vous venez? Dites-nous dans le chat directement. Voilà, voilà. Et donc pendant que tout le monde se présente, juste un petit rappel du format. C'est important de poser vos questions. On va faire une session, enfin, une partie questions-réponses à la toute fin. Donc posez vos questions dans le petit bouton Q&R, questions-réponses qu'il y a en bas de la fenêtre de Zoom. On est beaucoup, on va prioriser les questions les plus plébiscitées. Vous pouvez upvoter les questions de vos camarades aussi, donc n'hésitez pas à le faire, ça nous aidera à prioriser. Et puis, je crois que c'est le cas pour tout le monde, parce que je vois que tout le monde envoie ses messages à tout le monde. Mais voilà, si jamais c'est pas le cas, juste vérifiez bien que vos messages sont paramétrés et envoyés à tout le monde et pas juste à nous. Et voilà, coucou. Je vois pas mal de monde. Lyon, Paris, Strasbourg, Caen. Est-ce qu'on a des gens qui ne sont pas de la France? Ah, Luxembourg. Il y a un peu tout. Et il y a de la Suisse aussi. Enchanté, enchanté, enchanté. Donc aujourd'hui, hop, on va discuter, enfin on va faire surtout un petit rappel déjà pour commencer de ce que c'est qu'AutoLayout et pourquoi est-ce que c'est une bonne pratique, notamment dans le contexte des nouvelles façons de collaborer qu'on voit émerger depuis quelques mois. Ensuite, on va aller très vite dans un petit fichier démo pour voir comment utiliser AutoLayout et comment arriver à maîtriser ses paramètres. Hugo, d'ailleurs, si tu veux mettre le lien dans le chat, j'ai viens de publier juste avant le live stream le fichier sur Community, donc j'espère, on croise les doigts il marche. Comme ça, vous pouvez suivre tout ça en parallèle avec nous. Je m'étais mis qu'on allait peut-être faire un petit zoom sur la nouvelle option grid, mais au final, peut-être qu'on va en parler pendant la démo. Donc, je suis même pas sûre qu'on ait besoin de faire ce petit zoom à la fin. Et surtout, on aura notre question-réponse, le fameux. Ok. Avant toute chose, on va commencer par un petit peu de contexte sur ce que c'est que AutoLayout. Donc, je disais que c'est une feature qui est pas toute jeune. Donc, ça a été lancé par Figma en 2019, il y a un petit moment déjà. Ce qui est assez intéressant, c'est que même aujourd'hui, j'ai un peu l'impression qu'il y a deux écoles quand je parle de designer dans Figma sur l'auto-layout. Il y a ceux qui ne peuvent pas vivre, enfin, vivre sans, genre moi. Et il y a ceux qui ont vraiment du mal encore à se faire à ce modèle mental. Et je l'entends parce qu'effectivement, auto-layout, ça peut être compliqué à comprendre. Et si c'est pas bien maîtrisé, ça peut causer pas mal de frustration. C'est une fonctionnalité, quand on la maîtrise, qui peut faire aller très vite, mais quand on a un peu du mal avec, qui au contraire peut créer pas mal de ralentissement. Et donc, j'espère qu'au bout de la session d'aujourd'hui, on va pouvoir un peu couvrir et clarifier ce que c'est, comment et quand l'utiliser, comment le paramétrer surtout, parce que je pense que c'est un peu ça la clé, et généralement comment faire les choses bien. Donc, si on reprend la base de ce que c'est que AutoLayout, je pense que la façon la plus simple de le décrire, c'est que c'est une propriété qu'on peut ajouter à des frames. Et je dis aux composants parce que les composants sont des frames. Mais en gros, c'est une propriété qu'on peut ajouter à des frames dans Figma, donc à des éléments UI. Et cette propriété permet de créer des designs dynamiques qui s'ajustent pour remplir ou contenir ce qu'il y a dans les maquettes. Ça va définir le comportement en fait de ces contenus de façon très dynamique. Et alors, je pense qu'une des raisons pour lesquelles les gens ont, il y a un peu une team casse-tête, les gens qui ont un petit peu du mal à se faire à ce modèle mental, en fait, je trouvais énormément de parallèles quand je parlais des designers entre
Un peu le clivage qu'il y a autour des variables, où pendant très longtemps, même encore un petit peu aujourd'hui, il y a des designers pour qui c'est très facile de comprendre les variables, il y en a d'autres qui galèrent un petit peu. En fait, les variables, ça vient d'un concept de code qui s'appelait les design tokens, et c'est quelque chose du code qu'on a ramené dans le design, donc c'est un peu étranger, entre guillemets, à nos façons de fonctionner, très visuel en tant que designer. D'ailleurs, je vous conseille de revoir le live stream qu'on a fait, du coup, le dernier sur les variables, où justement je parle du fait que ça vient du code, et on essaye un petit peu d'éplucher tout ça. Et c'est la même chose avec AutoLayout. En fait, AutoLayout, enfin, c'est un concept qui est né directement dans le code, notamment dans le code CSS, donc dans le code web, et ça a été formalisé sous le W3C comme le concept de Flexbox. Donc en fait, c'est un concept pour les développeurs qui est ultra familier, mais c'est vrai que côté designer, c'est quelque chose on nous demande un petit peu d'adopter. Euh, mais du coup, pourquoi est-ce que ça nous paraît intéressant, en tant qu'outil design, d'adopter ces façons de travailler qui sont éminemment issues du code dans un outil que, au final, est un outil de manipulation visuelle? Je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus trop à justifier le fait que les murs s'affaissent entre le design et le code. Je pense qu'on le voit un petit peu partout. Mais c'est vrai que c'est intéressant de garder en tête que AutoLayout, ça présente quand même un certain nombre d'avantages pour nos workflows, que ce soit nos workflows solo ou notre collaboration avec les devs. Donc, par exemple, AutoLayout permet notamment de modifier le contenu d'éléments UI et de composants sans les casser. Par exemple, ici, enfin, c'est un exemple très bateau, mais j'ai un bouton et ce bouton, il grandit ou il rétrécit en fonction de la longueur du texte qu'il contient. Tout basique. Ou ici, c'est aussi avec AutoLayout, on a un bloc de review qui s'adapte verticalement à la quantité de texte ajoutée. AutoLayout, c'est particulièrement utile en fait quand on doit gérer du texte dans les interfaces parce que le texte forcément s'agrandit, ça raccourcit en fonction du copywriting, en fonction des interfaces qu'on a, si on a des interfaces très éditoriales par exemple. Et en fait, ça peut être difficile, on va dire, entre guillemets, de planifier un peu les cas extrêmes de à quoi ça ressemble, enfin à quoi une interface ressemble quand elle a peu ou beaucoup de texte, si jamais on n'arrive pas à automatiser, on va dire, le resizing, enfin la façon dont le design s'ajuste. Sinon, ça reste très manuel, comme vous pouvez l'imaginer. Et un autre truc qui est utile, je reviens juste là-dessus, c'est que du coup, ça peut être aussi utile quand, par exemple, ce petit morceau du UI review, il s'empile et que j'ai une liste de reviews, et ben du coup, si jamais j'ai une review qui grandit, ça peut aussi faire grandir la liste entière sans que les éléments viennent se chevaucher aux éléments de dessous. Et donc, par exemple, ici, typiquement, j'ai ma liste. Un autre truc que AutoLayout permet de faire, moi, c'est ce qui me fait vibrer le plus quand j'ai commencé à l'utiliser en solo, c'est le côté de se dire, tu peux aussi réordonner très facilement et très rapidement les éléments dans une liste. Donc, au lieu d'avoir, on va dire, dans le vieux monde, à les sortir, enfin, les draguer, sortir, les remettre, tout décaler pour pouvoir le mettre au bon endroit, etc. En fait, avec AutoLayout, tout est intercalé et c'est aussi simple que d'appuyer sur une touche de clavier, up and down, pour bouger les choses dans son écran. Et enfin, et ça c'est pas des moindres, AutoLayout permet de créer des mises en page qui s'adaptent à différentes tailles d'écran. Ce qui permet de prendre en considération des comportements et des edge cases auxquels on ne penserait pas forcément si on travaillait 100% de façon fixe. Donc, comme on vient le voir avec les deux, trois exemples un peu simples que je viens de montrer, Auto-layout, ça minimise le travail manuel en fait. Ça fait gagner du temps dans nos quotidiens en tant que designer quand on arrive à le maîtriser. Et ça permet aussi de faire des stretch tests, ce que j'appelle des stretch tests, on va dire, des maquettes, c'est-à-dire de réfléchir aux extrêmes d'un composant ou d'une page en fonction de son contenu ou en fonction du type de device sur lequel l'utilisateur va l'utiliser. Et donc dans ce sens-là, on peut aussi dire que du coup, Auto-layout à la fois fait gagner du temps et permet de faire des conceptions plus complètes. Donc ça, c'est bien pratique à avoir pour juste la qualité du travail qu'on fait au quotidien. Par contre, si vous vous souvenez, j'ai bien dit que l'auto-layout venait du code. Et donc, une grande partie de ce que auto-layout peut apporter, c'est justement cette fameuse traduction en code, en fait. Le fait d'avoir une traduction en code plus simple pour les développeurs au moment du end-off. Le fait Et alors, là, je vais rentrer un petit peu dans le technico-technique, je ne sais pas si tout le monde suivra, mais en gros, aujourd'hui, si vous êtes proche d'autres développeurs, vous aurez vu peut-être qu'il y a pas mal de choses, ça bouge beaucoup au niveau des outils et qu'il y a beaucoup d'outils IA qui viennent se mettre au service du code pour créer du code plus rapidement et aider justement les développeurs et aussi un petit peu tous les autres gens qui travaillent dans le produit à aller plus vite vers des prototypes ou vers des MVP, vers des produits. Euh, Tous ces outils IA, en fait, aujourd'hui, pour fonctionner, ils ont besoin de contexte. Ils ont besoin de comprendre l'intention qu'il y a derrière les choses. Et donc, typiquement, en fait, le fait d'embarquer plus de logique, on va dire code-friendly, dans la partie design, crée une base avec plus de contexte et plus d'intention, plus facile à communiquer pour ces outils IA. Très intéressant. Et le dernier point, c'est qu'on verra, parce qu'il y a un nouveau produit qu'on a lancé en mai, pardon, chez Figma. Quand
à nouveau, on se rapproche des logiques de code, et ben bizarrement, ça permet de publier des choses en code plus proprement, plus rapidement. Donc, si je reviens un petit peu sur comment ça se traduit dans Figma, au-delà de la partie design qu'on va voir tout à l'heure, les autres impacts qu'il y a aussi dans Figma quand on utilise AutoLayout aujourd'hui, c'est de un, quand on utilise DevMod, quand on a des développeurs qui travaillent avec nous, comme ces concepts d'AutoLayout, ils existent en code, en fait, ils vont être traduits directement dans les équivalences code, que ce soit CSS Flex ou CSS Grid, directement dans DevMod. L'autre point, et ça c'est tout nouveau, c'est sorti il y a 2 semaines, c'est que depuis peu maintenant, on a une vue interactive pour les développeurs où les développeurs peuvent directement venir manuellement changer les modes et changer la taille des maquettes un peu dans leur, on va dire, leur playground, leur sandbox, sans détruire ce qu'il y a dans les fichiers design, pour que eux puissent l'inspecter et voir comment les choses réagissent. Et donc ça, typiquement, si vous voulez que votre développeur puisse comprendre quelle est l'intention responsive derrière ce que vous faites, il faut que votre auto layout il soit bien mis en place pour qu'il puisse l'inspecter correctement. Donc ça, c'est le deuxième point. Autre chose, alors là, on va pas avoir une vidéo ultra ultra sexy, mais je parlais tout à l'heure des fameux outils de CodeGen IA. Je parle notamment des outils comme de Bolt ou Cursor, par exemple, qu'aujourd'hui les développeurs utilisent pour aller plus vite dans leur quotidien. En mai dernier, on a lancé notre propre serveur MCP de DevMod. Je pense que j'ai mes collègues qui me mettront des ressources si vous ne savez pas ce que c'est qu'un MCP. En gros, un MCP, c'est comme une API pour les IA. En gros, c'est comment est-ce que un outil permet à une IA de parler avec lui. Donc, on a ça maintenant pour Figma, pour DevMod, et ça permet aux outils de code, aux IDE, de scanner les maquettes Figma directement et d'utiliser le contexte de code qu'ils ont de leur côté pour faire un espèce de match entre les deux et du coup coder ce qu'ils voient dans Figma de façon correct, on va dire, au plus proche de leur code existant. Mais du coup, encore une fois, la qualité va dépendre de ce que Figma est capable de leur donner comme contexte. Et ce contexte-là, c'est des composants, c'est des variables, et c'est de l'auto-layout. C'est aussi des annotations de trois autres trucs, mais en gros, l'auto-layout fait partie du contexte qu'on peut donner à des outils IA aujourd'hui pour leur dire voici l'intention qu'on aimerait avoir dans le code. Si on n'a pas ce contexte aujourd'hui, le code dans le MCP, il ressort, il existe, il marche, mais il est assez plat. C'est moins structuré, c'est moins facile à consommer pour les IDE. Donc là, c'est la partie développeur. Sur la partie, les autres workflows qu'il y a qui peuvent nous intéresser, nous, peut-être en tant que designer, il y a aussi aujourd'hui un nouvel outil qui s'appelle Figma Make, qu'on a sorti, qui est un outil de prototypage accéléré, où en fait, on peut copier-coller des maquettes Figma qu'on a designées et les transformer en une prompt ou deux en un prototype interactif. Full interactif avec tous les états, les hover state, les text input qui marchent avec le clavier, etc. Mais pour que ça marche, vous voyez sur ma vidéo, ça va, enfin, si on copie une maquette Figma qui est un peu plate, entre guillemets, qui n'a pas d'auto-layout, bah, le résultat va être un peu plat aujourd'hui en l'état. Alors que si on copie une maquette Figma qui a auto-layout, en fait, toutes ces métadonnées qui sont dans les layers Figma qui sont copiées et communiquées à l'IA. Et du coup, toutes ces données responsives vont être passées à l'IA qui va du coup créer un prototype responsive aussi. Donc à nouveau, utile. Et enfin, petit bonus. Petit bonus, petit bonus. On a également sorti Figma Sites récemment, qui permet de concevoir des interfaces assez simples, comme des landing pages, des portfolios, etc. pour le web, et les publier en un clic. Mais du coup, dans cette façon de concevoir, on doit gérer les breakpoints et la façon dont les choses se redimensionnent dans la vraie vie, dans un vrai browser. Et donc, ça veut dire qu'à nouveau, sans auto-layout, vous pourrez publier quelque chose, mais ça ne sera pas très propre. Ça fera pas forcément des jolis, enfin, ça se dimensionnera pas forcément de façon très jolie en fonction de la taille de l'écran de la personne. Donc voilà. Donc c'est un petit peu le résumé de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on se dit, OK, AutoLayout, certes, ça fait depuis 2019 que ça existe, mais n'empêche que aujourd'hui, mis à part le fait que ça peut faire gagner pas mal de temps dans la vie de tous les jours, il y a aussi une véritable enjeu autour pour donner un max de contexte et d'intention à la fois aux développeurs et ou aux outils IA qui traduisent ces designs en code et s'assurer que le rendu final, ça soit pas le cheval à demi n'importe quoi et que du coup, ce qu'on a in fine au moment de publier, au moment de release, c'est à peu près la même tête que ce qu'on avait voulu faire quand on designait dans Figma à la base. Donc maintenant qu'on a un petit peu vu, je fais une petite pause boisson. Maintenant qu'on a un petit peu vu à quoi servait AutoLayout et quels étaient les bénéfices qu'on pouvait en tirer, voyons comment mettre tout ça en place proprement. Donc, est-ce que tout le monde est bon jusqu'à présent? Est-ce que ça suit? Je vois qu'il y avait des commentaires sur le son, tout est bon? Ok. Donc la première chose, on va commencer par voir, c'est comment ajouter un objet AutoLayout. On va commencer par les basiques, puis on va progresser petit à petit. Ça reste une introduction AutoLayout, donc on ne va pas non plus aller dans des choses très très avancées aujourd'hui, je vous préviens.
Première chose, donc, trois façons de faire pour ajouter l'auto-layout. La première chose qu'on peut faire, c'est directement dans le panneau de droite, il y a ce petit bouton là qui dit Use Auto-Layout. Et si on l'appuie, ça va nous mettre automatiquement notre élément en auto-layout. Je vais faire un CTRL Z, commande Z. Ce qu'on voit, c'est aussi maintenant, on a. Attendez, hop, je vais l'enlever. Maintenant, on a aussi cette notion de flow là qu'on a en dessous. Je reviendrai dessus un petit peu plus tard. On peut aussi cliquer, enfin par défaut, quand il n'y a pas d'auto-layout, on est sur Freeform. Freeform, ça veut juste dire disposition libre. Ça veut dire que les choses sont calées comme elles veulent. Et je peux, en cliquant sur n'importe quelle de ces trois autres options, horizontale, verticale et grid, du coup, automatiquement changer cette disposition en un auto-layout également. Vous voyez que le titre, l'intitulé de la section change. Donc ça, c'est la première façon de faire. Un truc très important à noter dans Figma, c'est que AutoLayout ne peut être ajouté qu'à une frame. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. AutoLayout s'ajoutera toujours sur une frame, que ce soit une frame que vous avez créée, comme là, typiquement ici, quand tout à l'heure j'ai commencé, si je fais un nouveau Command Z, vous voyez que ici, ce que j'avais, c'était déjà une frame. Ou alors, ça peut être aussi une frame que Figma va créer pour vous au moment de créer l'auto-layout. Donc là, typiquement, ici, j'ai un groupe. Vous voyez que c'est un petit encadré avec des tirets, donc ça, c'est un groupe. Si j'ajoute un auto-layout ici, paf, vous voyez que ça va se modifier, ça va devenir en fait un frame. Et de même chose, ici, si j'ai trois éléments, j'ai juste trois images entassées qui en fait ne sont groupées d'aucune façon, je peux rajouter un auto-layout autour et vous voyez que directement, ça s'appelait frame et ça devient un frame. Donc là, typiquement, j'avais pas de groupe et ça m'a auto-créé un groupe parce que auto-layout ne peut marcher que sur un frame. Donc, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que au moment où j'ai créé ça, je vais le recréer ici, hop, l'icône a changé sur mes calques. Ça, c'est assez pratique parce que du coup, ça veut dire que je peux rapidement consulter mon panneau de calque et voir du coup qu'est-ce qui est juste un frame standard, donc avec mon petit hashtag, ou qu'est-ce qui est mis en auto-layout. Ça me permet directement, typiquement, si je récupère un fichier ou que quelqu'un d'autre a travaillé et je ne sais pas exactement qu'est-ce qui est auto-layout, qu'est-ce qui n'est pas, le fait de pouvoir scanner directement dans les calques, ça peut être assez utile. Ça, c'est la façon, entre guillemets, manuelle de le rajouter. Moi, j'avoue que comme j'utilise Autolayout beaucoup dans mon quotidien, je ne fais pas exactement comme ça. Généralement, ce que je fais, c'est que j'utilise le raccourci clavier Shift A. Shift A, c'est assez facile à faire sur le clavier, c'est très très simple. Il y a un deuxième raccourci clavier qu'on verra tout à l'heure qui peut être utile, j'y reviendrai tout à l'heure. Shift A, c'est assez pratique pour créer des layouts, on va dire, assez simples. Typiquement, là, si je prends ces trois cartes et je dis celle-là, je vais les mettre en auto-layout, je fais Shift A sur mon clavier. J'ai la notification qui me dit que auto-layout a été ajouté et je vois qu'effectivement, j'ai l'icône qui a changé enfin, sur la gauche dans mes panneaux de calque. OK. Un petit tip, du coup, comme on a vu que Figma va créer un frame, même quand il n'y a pas de frame qui existe, c'est que on peut en fait aller très rapidement parfois dans la création d'éléments petits avec Auto Layout. Quand on part du tout petit, typiquement, si je commence et j'ai par exemple deux ou trois morceaux de texte et je veux créer une carte ou je veux créer un bouton ou autre chose, un élément assez simple avec ça, en fait, j'ai pas besoin forcément de créer tout le frame autour, de commencer à mettre des rectangles. Je peux créer ça, me dire je mets un texte, je crée le rectangle autour je fais Shift A et hop, ça devient un auto-layout. Je peux. Mais j'ai pas besoin parce que je peux littéralement juste partir. Là, j'ai juste un bloc de texte, il n'y a rien autour. Je fais Shift A et vous allez voir que du coup, mon texte se met directement dans un frame. Et dans ce frame-là, je peux rajouter par exemple, je vais dire, hop, on va mettre une couleur un peu plus jolie. Je peux rajouter une couleur de fond. Je peux lui dire qu'il a des corner radius. Et puis voilà, très rapidement, vous voyez que j'ai quelque chose qui ressemble grosso modo à un bouton. Donc voilà, juste un petit tip pour vous sauver une action supplémentaire. Donc, Shift A, c'est pas mal quand on doit créer des petites actions, on va dire, enfin des petits auto-layouts avec des éléments qui sont assez simples. Genre, on a trois choses qu'on doit mettre ensemble, on a juste un texte qu'on doit enrober, etc. Là où les choses se compliquent, et c'est là où généralement ça commence à trébucher, c'est au moment d'ajouter auto-layout sur des mises en page beaucoup plus complexes, voire déjà finalisées. Que ce soit des pages complètes ou des composants très complexes, parce qu'on commence à avoir différents niveaux d'auto-layout ou d'éléments imbriqués les uns dans les autres. Quand il y a beaucoup de contenu imbriqué, faire juste Shift A, là par exemple je fais Shift A là-dessus, on voit, ça me casse tout, ça va pas. Je ne peux pas juste rajouter un auto-layout sur une page. Euh, c'est dans ces cas-là, en fait ce qui se passe là, c'est qu'on peut avoir plusieurs groupes auto-layout avec différentes propriétés qui vont être imbriquées les uns dans les autres pour obtenir le résultat escompté. Et en fait, faire un simple auto-layout, il n'est pas assez intelligent. Auto-layout, c'est juste sur des éléments entre guillemets à plat qui va rajouter un frame et les propriétés. Donc, ça marche pas dans ce cas-là. Par contre, ce qui existe dans Figma aujourd'hui, c'est qu'on a un nouveau raccourci qui est là depuis un petit peu moins d'un an, qui s'appelle Suggest Auto Layout, suggérer l'auto layout. Et donc, c'est un raccourci clavier différent, Shift Ctrl A, mais
il va être un tout petit peu plus intelligent parce qu'il va essayer de faire, on va dire, une bonne estimation. Enfin, c'est Figma qui va essayer de faire sa meilleure devinette pour voir ce qui doit être groupé, enfin, quels sont les gros blocs visuels qu'ils pensent qu'ils doivent être groupés entre eux. Et du coup, éviter de ne pas tout casser. Donc là, le même exemple, je vais utiliser Shift, commande A. Enfin, Shift, c'était Shift, CTRL A. Shift, CTRL A. Je me trompe sur mon raccourci, ça pas tout. Si c'était Shift, CTRL... Je suis sur Option, c'est pour ça. Shift, CTRL A. Hop là, voilà. Et donc, ça me dit qu'effectivement, non pas un nouvel auto-layout, mais 8 nouveaux auto-layouts ont été créés. Et d'ailleurs, je peux les voir directement dans le panneau des calques. C'est ceux qui sont marqués avec un petit point bleu. Comme ça, je peux voir exactement ce qu'il a fait. Vous voyez qu'en fait, il est assez intelligent parce qu'il m'a non seulement créé un premier niveau d'auto-layout, mais il a commencé aussi à me mettre des auto-layouts dans mes... Et il n'y a rien qu'à casser. Contrairement à l'autre écran, a priori, de façon générale, le design est resté à peu près propre. Et quand je commence à l'ajuster, je vois que même qu'il est plutôt responsive. C'est franchement, en temps de résultat, c'est pas trop, trop, trop mal. Certes, je pourrais faire d'autres améliorations. Peut-être qu'en fait, je voulais que mes filtres, par exemple, ils s'étendent aussi de droite à gauche au moment de resize. Mais c'est un très bon départ quand même pour ensuite ajuster manuellement. Ça marche pas trop mal quand les blocs, au tout départ, les blocs sont assez à plat les uns aux autres. Si vous avez déjà pas mal de choses imbriquées les unes dans les autres, le résultat sera un petit peu moins bien. Mais vous voyez qu'il a été assez smart, qu'il ait lui-même placé, il a positionné des objets, enfin, il a commencé à lui-même faire ses imbrications. Donc ça, c'est un bon type pour vous lancer. Et le dernier, enfin, dernière méthode, mais bon, je trouve que les raccourcis clavier, c'est quand même la méthode la plus sympa. Vous pouvez aussi faire, je vais me copier ce frame-là, hop, hop, je vais enlever l'auto-layout. Vous pouvez aussi juste faire un simple clic droit directement sur un écran et vous voyez qu'il y a Add Auto-Layout directement là, où il y a More Layout Option avec Suggérer l'auto-layout qui est ici. Et on a aussi accès à ça directement dans le menu en bas. Je peux faire Suggest Auto-Layout depuis ici. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour arriver à ajouter un auto-layout. Maintenant que l'auto-layout est ajouté, ce qu'il nous reste à faire, c'est le paramétrer. Et donc, c'est là généralement que ça devient un petit peu casse-tête. Hmm. Un conseil avant toute chose, je vais utiliser les noms qu'on donne dans l'interface de Figma pour parler des différents paramètres. Tout le monde ne les voit pas par défaut. Vous voyez que là, dans mon interface à droite, j'ai un petit label qui s'appelle Flow, j'ai Resizing, Alignment Gap, etc. Si vous ne les voyez pas dans votre interface, c'est qu'ils ne sont pas activés. Et pour les activer, il faut aller là-haut, dans le niveau de zoom. Je sais, c'est pas forcément très intuitif, mais c'est là que ça se trouve. Et donc, dans le niveau de zoom, dans les options en dessous, il y a un truc qui s'appelle Property Labels. Là, elles sont activées. Si je les désactive, vous voyez que du coup, je vais avoir tout ce panneau-là et je ne vais pas avoir d'informations sur à quoi correspondent les différents éléments. Du coup, je vous conseille, surtout si vous êtes un peu perdu, d'activer les Property Labels et de voir du coup quoi et quoi dans le panneau. Voilà. Plus simple du coup pour comprendre de quoi on parle. Donc, on va commencer par parler de disposition dans Auto Layout. Il y a, j'ai envie de dire, il y a trois demi, enfin, il y a 2,5 options, on va dire, dites flex de disposition dans Auto Layout. Flex, du coup, c'est ce qui correspond à cette fameuse flexbox CSS en code. On a une disposition verticale, on a une disposition horizontale et on a une disposition en wrap qui en fait est une sous-option des dispositions horizontales. On est obligé de l'appliquer dans un contexte de disposition horizontale, on ne peut pas l'appliquer autrement. Et depuis mai dernier, ce que je disais, on a une quatrième option qui est encore en bêta, qui correspond en code à CSS Grid. Donc c'est un tout petit peu différent côté code, qui est une autre convention de layout. Voilà, donc c'est ça qui existe. Et FreeFlow, on a vu tout à l'heure, FreeFlow, ça veut juste dire disposition libre, ça veut dire qu'il n'y a pas d'auto-layout. Donc, si on regarde rapidement les dispositions flex, hop là, je reviens, j'ai réussi à tout bouger. Donc, si je prends ces quatre cartes-là, qui sont disposées de façon un petit peu aléatoire, en fait, je peux faire un Shift A et directement, Figma va essayer de deviner quelle était la disposition auto-layout la plus intuitive pour les mettre. En l'occurrence, comme elles étaient grosso modo horizontales, il les a mis en un stack plutôt horizontal. Si je les avais mis dans un stack un petit peu vertical pour commencer, il m'aurait mis ça, hop, en auto-layout vertical. Donc ça, c'est les deux directions qu'on a pour commencer, horizontale et verticale. C'est assez autoporteur. Je pense que c'est assez straightforward. Euh, Quand on fait horizontal, on ne peut avoir qu'une ligne. Donc la disposition, tout le contenu va se disposer horizontalement sur une seule ligne droite de façon équidistante. Et quand on fait vertical, hop, je switch en vertical ici, tout le contenu va se disposer verticalement en une seule colonne de façon équidistante.
petite subtilité, je vais pas trop l'ajouter, mais hop, je vais juste faire la blague, juste pour vous expliquer pourquoi j'ai commencé en horizontal. Hop là. Si je fais tout ça et que je repasse en vertical sur celle-ci, là j'ai commencé en vertical. Si je passe en horizontal, vous verrez que ça se resize bizarrement. On y reviendra, enfin on reviendra plus tard sur pourquoi c'est comme ça, mais je vous conseille, si vous n'êtes pas sûr de quelle direction vous voulez, commencer horizontalement, c'est plus simple. En gros, en gros. Donc, j'ai réussi à perdre le texte de ma carte. Hop là, on va supprimer tout ça, on fait du propre, on revient sur notre layout horizontal. Donc ça, c'est la version juste simple horizontale. On a dit tout à l'heure qu'il y avait une option wrap. Wrap, c'est une sous-option de faire un auto-layout horizontal. Et ce que va faire wrap, c'est qu'il va donner la possibilité, on va dire, au contenu, aux différents contenus, quand il y en a plusieurs, de s'ajuster au-delà d'une seule ligne si jamais le contenu déborde. On va revenir sur la notion des débordements juste après. Mais en gros, si j'active wrap, hop, je peux venir du coup redimensionner on va dire le frame et mon contenu peut passer au-delà d'une seule ligne. En gros, il s'enroule. Donc, à quoi est-ce que ces options-là peuvent servir? Typiquement, quelque chose d'horizontal, on peut le retrouver facilement sur des éléments comme des navbars, des choses qui vont se faire aligner dans la longueur. Parfois, on a des icônes qui se mettent à côté de texte, etc. Ça, c'est très bien pour de l'horizontal. Ou par exemple, comme on a ici, notre liste de filtres, ça, c'est un auto-layout horizontal aussi. Vertical, on va sans doute le retrouver pour des stacks, des listes verticales, des formulaires. On peut le retrouver facilement aussi sur du format mobile. Sur du mobile, souvent, on a des listes avec des éléments très similaires. Typiquement, ça va être de l'auto-layout vertical. Et Wrap, souvent, on va le retrouver plus sur des mises en page plus larges. Et c'est là où ça va servir notamment à faire pas mal de responsive, où on attend à ce que le contenu passe à la ligne lorsque la page change de taille. Donc à peu près ce que j'ai là. J'ai aussi évoqué une nouvelle option, l'option qui s'appelle Grid. Le concept de grid, en fait, c'est une des fondations des mises en page web. Les grids, ça permet de structurer des landing pages, des dashboards, des icônes, etc. Et dans Figma en l'état, ce que je dis en l'état, parce que ça reste en bêta, donc ça reste en train d'évoluer, ça permet de créer des layouts, on va dire, ça commence à permettre de créer des layouts de type table, des galeries d'images, des mises en page bento flexibles, sans avoir à faire beaucoup d'auto-layouts dans auto-layouts. En gros, ça, typiquement, historiquement, quelque chose comme ce calendrier, on aurait dû faire euh, plusieurs auto-layouts horizontaux, enfin, par exemple, si on voulait commencer par ligne, on aurait dû faire plutôt, enfin, plusieurs auto-layouts horizontaux avec à chaque fois 7 éléments horizontaux. Et après, on aurait dû faire enrober tout ça dans un layout vertical pour pouvoir faire que ces lignes se stackent verticalement comme une liste les unes au-dessus des autres. Ça, il n'y a pas forcément besoin maintenant de faire ça parce qu'on a une grille qui nous permet directement de remplir son contenu un peu comme on veut. Et donc, ce qui est intéressant aussi avec les grilles, c'est qu'on n'est pas obligé, contrairement aux autres façons de faire un auto-layout où on voit qu'en fait tout est équidistant et si on rajoute des éléments, ils vont forcément se rajouter à la suite les uns des autres. On ne peut pas créer, on va dire, de trous, on ne peut pas vraiment avoir beaucoup de flexibilité sur comment les éléments se disposent. Dans une grille, en fait, on va avoir cette flexibilité-là où on peut placer des éléments où on veut dans ce contexte bidimensionnel de colonnes et de lignes. Et on va pouvoir aussi, du coup, les resize comme on veut. Donc voilà. Et après, on peut se demander euh, pourquoi ça peut ressembler parfois à l'option wrap. Typiquement, sur cette page-là, là, on avait wrap qui nous permettait directement d'enrouler, on va dire, le contenu quand la taille de la fenêtre changeait. Techniquement, on peut avoir ce genre de layout aussi avec grid. Là, typiquement, j'ai une grille de 3 sur 4. La vraie différence, c'est que du coup, le contenu ne va pas s'enrouler puisqu'il va rester scotché entre guillemets à ces cases. Donc, on va rester dans une logique très verticale et horizontale. Le contenu ne va pas venir s'enrouler. Et puis, accessoirement aussi, comme je montrais tout à l'heure, on aurait la possibilité d'être un petit peu plus flexible et de dire qu'en fait, on n'a pas forcément envie d'avoir des images partout. On peut faire des layouts un peu plus à trop. Voilà, c'est en gros la grosse différence. Je voulais quand même y toucher parce qu'effectivement, les deux options, à force, enfin, à prime abord, peuvent se ressembler. Donc ça, c'était pour la partie auto layout. On va parler à présent des dimensions. Alors, les dimensions, c'est ce qui s'appelle resizing sur auto layout. Ça sert à paramétrer comment est-ce que les éléments se mettent, enfin, on va dire, changent de hauteur et changent de largeur en fonction du contexte de leur frame. C'est la priorité quand on parle de resizing, en tout cas dans AutoLayout, c'est de comprendre la relation parent-enfant dans AutoLayout, c'est-à-dire la relation entre conteneur et contenu. Et je dis contenu souvent au pluriel, même si ça peut être un ou plusieurs contenus.
notamment quand il s'agit d'imbriquer des layouts les uns dans les autres et de faire des auto-layouts. Donc là, typiquement, ici, j'ai un contenu, il s'appelle Cake Card. C'est un auto-layout, je vois, parce que j'ai la petite icône qui me dit que c'est un auto-layout dans mes calques. Et dedans, j'ai deux enfants, j'ai une image j'ai un texte. Donc ça, c'est le parent. Et dedans, j'ai deux enfants. La complexité, c'est quand on commence en fait à rajouter d'autres containers avec d'autres éléments en auto-layout. Par exemple, là, mon bouton ici, vous voyez que c'est aussi un auto-layout. C'est un auto-layout qui contient juste un texte. Donc, le bouton est le parent et ce texte-là est l'enfant. Mais par exemple, mon bouton, je peux venir le caler directement dans ma carte. Et du coup, ce bouton maintenant est un enfant de la carte, en plus d'être le parent de son propre texte. C'est là, généralement, c'est quand on commence à faire ces imbrications-là que, en fait, les paramètres de resizing, donc c'est ce qui définit les largeurs et les hauteurs, peuvent créer des overrides et peuvent primer par rapport aux dimensions d'un autre. Et c'est là qu'on commence généralement à avoir des trucs qui deviennent un peu frustrants, on a du mal à comprendre ce qui se passe. Donc, on va commencer par voir les différents paramètres de dimension qui existent dans AutoLayout, c'est-à-dire on a Fixed, on a Hug et on a Fill. Fixed, c'est le plus simple et le plus évident. En gros, Fixed, c'est juste que la dimension, donc ma largeur, ça s'appelle dimensionner ici. Ma largeur et ma hauteur sont à un chiffre donné, sans aucune relation au contenu ou au contenant. Il va juste rester à la même hauteur ou à cette même largeur, n'importe, enfin, quoi qu'il se passe. Et ça, c'est des paramètres qu'on peut donner à la fois aux parents et à l'enfant. Ce qui est intéressant, enfin ce qui est à noter, c'est que quand on dit par exemple là, en l'occurrence, ma carte est fixe, donc j'ai dit le parent ne changera jamais de taille quoi qu'il se passe à l'intérieur. Il ne bougera pas de taille. Ce qui peut se passer dans ce cas-là, c'est que par exemple, si je change le contenu, le texte de ce parent, bah, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut se retrouver avec quelque chose comme ça, avec du texte qui déborde, qui dépasse. Alors, ou voir comme ça si jamais le content est clip, ou carrément on clip ce qu'il y a dedans. Généralement, ça, on n'aime pas trop, 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 trop. Ce qu'on peut faire pour éviter qu'avoir du contenu qui dépasse, c'est on peut combiner une dimension fixe, en l'occurrence là, la largeur, avec une dimension hug ou fill sur l'autre dimension. Donc, regardons hug pour commencer. La combinaison entre fixed et hug, donc c'est-à-dire qu'il y a une des deux dimensions verticales, enfin, soit les côtés de droite et gauche, soit en haut en bas qui est en fixed, et les côtés opposés qui sont en hug, c'est ce que Figma va utiliser le plus souvent par défaut lorsqu'on ajoute une propriété auto-layout à un frame. Euh, Quand on paramètre la dimension d'un auto-layout en hug, ça veut dire qu'on veut que ce container s'ajuste au contenu, donc à ce qu'il y a à l'intérieur du container. Si je reprends la métaphore parent-enfant, ça veut dire que le parent s'ajuste en fonction de la taille de l'enfant ou des enfants qu'il abrite. Donc c'est un paramètre qui ne peut s'appliquer que au container, pas aux enfants. Enfin, sauf si ces enfants sont eux-mêmes des parents. Mais en gros, il faut être parent de quelque chose pour pouvoir avoir la propriété hug en dimension. Donc là, typiquement, euh, je pense que l'exemple du bouton est pas trop mal parce que ça se retrouve souvent sur les boutons. Donc là, j'ai juste un bouton à dimension fixe. À l'intérieur, mon texte, il est bien paramétré en resizing on auto width. Ça veut dire que il va s'ajuster en fonction de la longueur de mon texte. Et bien, si j'ajoute du coup en width, je le mets ça en hug, le container, hein. Donc, encore une fois, on parle du container qui vient en hug. Ben maintenant, mon container, du coup, va s'adapter à la taille du contenu à l'intérieur qui, comme lui, s'ajuste automatiquement à la longueur du texte, va venir informer la largeur du container. En fait, l'analogie, enfin, j'ai une collègue qui s'appelle Lorraine qui a deux analogies pas trop mal pour AutoLayout, du coup, que j'ai reprises. L'analogie pour Hug Content, c'est le ballon de baudruche. C'est-à-dire que c'est l'idée de dire, maintenant, mon conteneur, c'est juste du plastique, c'est juste un ballon de baudruche. Plus je le remplis d'air, plus il grandit. Plus je le vide de son air, plus il rétrécit. C'est simple comme ça. Donc ça, c'est pour Hug. Ensuite, on a Fill. Donc, fill, enfin, quand on paramètre en fill, ça veut dire qu'on va remplir tout le conteneur avec le contenu. Le contenu, donc l'enfant ou les enfants, remplira tout l'espace que le parent lui offre. Et dans ce cas-là, le parent ou le conteneur sera automatiquement mis en largeur ou en hauteur fixe en fonction de ce que l'enfant l'enfant ou les enfants souhaitent remplir. Et donc, ce paramètre-là, contrairement à Hug, ça s'applique seulement au contenu. Une fois qu'il est appliqué, le conteneur parent va définir la taille de ses contenus ou de ses enfants. Donc, tout à l'heure, je disais par exemple, ici,
on a, si je mets ça en hug, hop, ça veut dire que c'est le contenu qui va décider de la taille du parent. Si ça, par exemple, alors là déjà, premier point, c'est que vous allez voir, je n'ai pas l'option de mettre fil sur le conteneur. Parce qu'on a dit, fil ne s'applique que sur des enfants qui ont des parents qui peuvent contenir. Hug, à nouveau, Hug, ça s'applique sur des containers. Donc, je l'aurai toujours au niveau extérieur. Par contre, si par exemple, ici, mon texte, non, je vais le faire hop sur l'image, vous voyez que sur l'image, comme l'image elle-même n'a pas d'enfant à gérer, elle n'aura que la possibilité d'être soit en fixe, soit de remplir le container. Elle n'aura pas l'option de Hug, quelque chose qui n'existe pas puisqu'elle ne contraint rien. Fill, du coup, on peut le mettre que aux enfants. Et donc, si je fais fill ici, fill container, je pourrais aussi dire éventuellement que ça, je peux le mettre en fill si je veux. Et donc maintenant, si jamais je change la taille du parent, vous voyez que du coup, la taille du parent va venir informer la taille des enfants. Euh, hop, là. Et donc l'analogie pour ça, généralement qu'on aime bien, c'est l'analogie du verre d'eau, enfin du gobelet en plastique, spécifiquement. Il faut qu'il soit en plastique, sinon ça marche pas. En gros, il y a un gobelet en plastique, c'est le parent, c'est le container. Lui, il bouge pas parce qu'il est en plastique, il est un petit peu dur. Et l'eau qui se met dedans vient juste remplir le plus possible et pousser contre les bords pour remplir au maximum ce gobelet au fur et à mesure qu'il se remplit. Et à un moment donné, peut-être que le gobelet va déborder, peut-être qu'il y aura trop de liquide. Et d'ailleurs, ce qui est possible, c'est si jamais je presse le gobelet en plastique, bah, du coup, je change le volume de ce gobelet-là et l'eau, enfin le contenu qu'il y a dedans, va commencer à déborder. C'est à peu près ce qui se passe là, typiquement, si je commence à resizer trop. Vous voyez que mon texte, il va commencer à sortir de mon frame et qui va commencer à déborder. On peut avoir ces mêmes débordements dans Figma. Et donc, quand il y a du contenu qui déborde dans Figma, ce qu'on appelle overflow, notamment du contenu textuel, il y a deux façons de le gérer. Si c'est du texte, ce qu'on peut faire typiquement, c'est juste de dire, bah, en fait, ça, je vais juste le faire une troncature. Donc, si je vais dans typo, normalement, c'est ça. Dans les options de typo, sur le texte, il y a une option qui dit truncate text. Et je peux troncaturer. Alors là, en l'occurrence, ça me met une ligne, je vais faire sur trois lignes. Et donc, ça me permet de dire quoi qu'il se passe, je veux de toute façon que enfin, ce texte-là, il reste, enfin, que cette carte-là, elle soit tout le temps la même hauteur, et c'est le texte qui doit, enfin, donner lieu à cette hauteur-là. En gros, le texte ne va pas venir définir ce qui se passe. L'autre option, si au contraire, on veut, enfin, on préfère que le texte prime, le contenu prime sur la forme de l'objet, c'est qu'on va commencer justement à mixer ces paramètres de hug, fill, fixed et compagnie. On va en gros définir un paramètre de dimension qui est différent entre la hauteur et la largeur. Et ça, c'est très 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 commun à faire. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on peut faire, c'est que le container, on a dit qu'il serait en fixe, donc la largeur ne bougera pas, les bords de notre gobelet ne bougent pas. Mais on veut que la hauteur de notre gobelet grandisse au fur et à mesure que le contenu se remplit. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre du coup la hauteur en hug. Donc il va venir remplir le contenu. Et ce que je peux faire pour que ce soit plus joli, je peux aussi dire d'ailleurs que le contenu à l'intérieur, il va aller jusqu'au bord possible du gobelet. Hop, je vais mettre tout ça en fil. Et donc maintenant, on voit que du coup, le contenu, il se remplit. Enfin, si jamais la taille du gobelet change, le contenu va continuer de rester bord à bord du gobelet. Par contre, si je rajoute du contenu en plus, le gobelet va verticalement s'étendre parce qu'il est en train de hug le contenu qu'il y a à l'intérieur. Petite pause d'eau, je parle trop. Donc, on commence à voir un peu, à voir que paramétrer des largeurs et des contenus en fil, c'est un peu, on va dire, une bonne solution pour avoir du contenu responsive. En fait, généralement, on se retrouve, ce qu'on arrive souvent à faire, vous allez voir, notamment quand on arrive sur des gros blocs de layout, souvent, horizontalement, vous allez avoir les trucs en fil pour pouvoir justement créer ces comportements responsifs dans vos maquettes. Alors après, on peut se demander pourquoi est-ce que fill, c'est intéressant à utiliser, sachant qu'on a un autre truc qui existe en dehors d'AutoLayout qui s'appelle les contraintes, les constraints. Par exemple, on a une constraint qui s'appelle left and right constraints. Donc là, typiquement, j'ai un frame. Ce frame, il a un contenu. Et ce contenu, tout ça, c'est pas de l'AutoLayout, c'est juste des frames. Mais par exemple, ce contenu, je peux lui dire qu'il va être left and right. Et donc left and right horizontalement, ça va dire que il va rester en gros collé au bord quand je resize. Et en fait, c'est pas si différent au fait de dire, bah du coup, j'ai un container qui est fil, enfin un contenu, pardon, qui est fil dans mon container. En gros, l'effet est à peu près, enfin l'effet est exactement le même. Du coup, quelle différence? Bah, la différence se fait quand on commence à avoir beaucoup d'enfants. En fait, quand là, il y a que un bloc, donc ça va, ça c'est pareil. Mais quand on commence à avoir plusieurs éléments, typiquement, donc là, j'ai un frame normal, j'ai quatre éléments. Hop, je vais juste nettoyer un petit peu mes layers.
Donc là, j'ai quatre éléments et ces éléments-là, je les ai tous mis en left plus right en contrainte. Donc là, il n'y a aucun auto-layout. Et vous allez voir que sans auto-layout, bah, ça fait des trucs un peu bizarres au moment de resize. En gros, ça préserve. Enfin, en fait, les choses se resize relatives à l'espace global qu'elles remplissent, c'est pas relative à elles entre elles. Alors qu'avec Fill, quand on commence à appliquer Fill sur plusieurs contenus du même bloc, sur plusieurs enfants, quand il y a plusieurs enfants en fait qui se tirent la bourre et qui font compétition pour remplir le contenu, ce qui se passe, c'est qu'ils vont tous se pousser les uns les autres au maximum et du coup remplir le même espace. Ils vont chercher à maximiser la place qu'ils prennent. Et en l'occurrence, si j'ai quatre blocs et qui sont tous en fil, et ben ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont remplir dans tous les cas exactement un quart de l'espace disponible chacun. Si c'était seulement trois, donc là typiquement, vous voyez que je resize et ça fait un quart de l'espace dispo chacun. Si j'en enlevais un, hop, ils se resize et ils vont essayer de dire remplir au maximum ce qu'ils peuvent. Comme il y en a trois, ils vont faire un tiers de l'espace disponible chacun. Donc ça, on peut le faire avec ça. Parfois, on a aussi des options où on se dit, mais j'ai pas envie forcément. Enfin, j'aimerais bien que ça se resize bien, mais j'ai pas forcément envie que tout soit toujours des mêmes proportions. J'ai peut-être envie que certains éléments se resize différemment des autres. Ce qui est intéressant, donc autant on a un container pour plusieurs enfants. Un container, ça veut dire que le container, il a enfin, un paramètre sur ce container. Les enfants, par contre, n'ont pas besoin de tous avoir les mêmes paramètres. On peut avoir plusieurs enfants. Donc là, typiquement, j'ai un container avec trois enfants, les trois cards. Ce container-là, il est en hug. Verticalement, il est en fixe parce que je vais changer la taille horizontalement. Et les enfants dedans, j'en ai mis un, lui, il est en fixe. Lui, il est aussi en fixe. Et il n'y a que celui du milieu qui est en fil. Donc en fait, je peux mélanger le comportement des enfants. Et quand je vais changer la taille de ça, vous voyez que du coup, ceux qui sont en fixe ne bougent pas. Il n'y a que celui qui est en fil qui va essayer de remplir tout l'espace que je lui mets à disposition et qui du coup va se resize. Petit bonus que je mets, Grid en fait permet aussi de faire ça, permet aussi d'avoir différents éléments, enfin différentes choses de différentes tailles. La différence avec Grid, c'est que Grid peut préserver les proportions souhaitées. Là, vous voyez bien que quand je resize, en gros, bah, comme c'est fixe sur celui à droite et à gauche, eux ne bougent pas. Mais il n'y a que celui du milieu qui devient de plus en grand, enfin plus grand ou moins grand. Peut-être que j'ai envie en fait que de rester à celui-là fait l'équivalent de un quart, lui fait l'équivalent de un quart et celui du milieu fait l'équivalent de un demi. Et donc ça c'est possible parce qu'avec grid, vous voyez que là j'ai une grid de 1/4. Avec grid, ce qu'on peut faire, il y a une fonctionnalité qui s'appelle span. Et donc span, donc là je vais le mettre hop, dans ma grid. Je peux lui dire en fait, tu sais quoi, tu vas pas occuper l'équivalent de une colonne, tu vas occuper l'équivalent de deux colonnes. Et donc quand je vais le mettre là, ça va snap. Et donc maintenant, il est paramétré pour faire, quoi qu'il se passe, l'équivalent de deux colonnes de largeur. Et ce qu'on voit, c'est que du coup, comme ils sont snap entre guillemets aux colonnes, enfin ils sont attachés aux colonnes, ça va préserver mes proportions au moment de grandir mon auto-layout. Donc voilà, petit tip si jamais vous voulez mélanger les différentes tailles et s'assurer que ça se resize correctement. Et enfin, dernier point à avoir en tête pour les dimensions, c'est l'histoire des min-max. Donc, en gros, on peut... euh, C'est une façon qu'on a de dire, en gros, quoi que soit la façon dont tu te resize, que ce soit avec un fil ou que ce soit avec un hug, tu auras des limites auxquelles que tu dois respecter. Le bouton est un bon exemple, je pense, pour ça. Donc là, on revient sur le bouton qu'on avait tout à l'heure, qui est un bouton qui, lui, est en hug. Donc à nouveau, si je montre comment c'est, en gros, le contenu s'ajuste en fonction du texte. Mais peut-être que parfois, ce texte, il est très court. Peut-être que par exemple, on a juste un texte à deux lettres. Et dans ces cas-là, en fait, sur des écrans tactiles, en fait, l'affordabilité de ce bouton va être trop faible. Le bouton va être trop petit pour être facilement cliquable. Et donc, ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est de dire, quoi qu'il en soit, même si tu vas hug, même si tu vas t'ajuster au contenu, tu n'iras jamais en dessous, par exemple, on va lui dire de, je sais pas, 80 pixels. Donc, vous voyez que quand je l'ai mis, il m'a mis une ligne rouge pour m'indiquer où sera la limite minimale. Donc là, je ne pourrais pas descendre en dessous de ça. Donc même si je fais go, vous voyez qu'il me met à nouveau ces lignes rouges pour me dire là on est en dessous de la limite, du coup on se bloque à la limite. Ça me permet de dire quoi qu'il en soit, mon bouton il sera un peu plus petit. Et je peux faire la même chose en plus grand. Je peux lui dire bon, tu descendras pas en dessous de 80 et par contre tu n'iras pas au-dessus, mettons, là où est-ce que je peux le faire? On n'ira pas au-dessus de 360 par exemple, parce que tu as un bouton mobile et qu'après ça devient trop large. Et donc là, typiquement, si je rajoute beaucoup de texte, à un moment donné, bon, là en l'occurrence, il va me dire je rentre à la ligne, mais ce que je peux faire, c'est à nouveau avec mon histoire de troncature, je lui dis tu vas troncaturer, et comme ça, à partir du moment où il va commencer à aller taper dans la limite maximale, il va couper le texte, c'est-à-dire non, non, on peut plus. Et ça peut être une bonne façon d'indiquer, par exemple, OK, là, le copywriting va pas, il va falloir que vous révisez la copie et que vous ajustiez sur un truc plus court parce que là, c'est beaucoup trop long. Donc, ça peut être une bonne façon d'utiliser min-max.
Une autre façon d'utiliser Min-Max, c'est avec l'option wrap, que je vous montrais tout à l'heure. Donc aujourd'hui, celle que je vous montrais tout à l'heure, en gros, ça fait un truc, au moment de resize, vous voyez que ça fait un petit peu des sauts. C'est pas forcément très très élégant. Ce qu'on pourrait faire, ce que j'aimerais bien, c'est que, en gros, là, quand j'ai mes quatre éléments, j'aimerais bien qu'ils remplissent tout, j'aimerais bien qu'ils remplissent tout l'écran. Et que cette ligne aussi, elle remplisse tout l'écran le plus possible. Donc je me dis, cool, je peux juste mettre un fil, parce que si je mets fil, ça va remplir tout l'écran, n'est-ce pas? Alors hop, on va mettre mon fil. Ah, mais fluide, parce qu'en fait, quand je mets le fil, il considère que tous ces éléments-là, je dois avoir une dizaine de cartes, ils doivent tous tenir horizontalement. Pas de chance, du coup, ça les squeeze vachement parce qu'ils essayent tous de remplir, enfin, ils essayent tous de rentrer sur la même ligne. Mais là, du coup, ce que je peux faire, c'est que je peux dire non, 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 non. Au minimum du minimum, même si tu files, au minimum du minimum, tu vas nous faire, je crois que c'était quelque chose comme 450. Voilà, donc là, j'ai mes lignes rouges, donc au minimum, il fera 450, voire plus. Et donc, comme il fait minimum 450, il est obligé de passer à la ligne pour les autres trucs. Et donc, vous voyez que mon resizing devient vachement plus élégant parce qu'il continue à occuper toute la place, même si c'est un wrap. Et dès que j'ai la, enfin, dès qu'en gros, il devient assez, enfin, que la taille lui permet de passer en dessous, il passera en dessous. Donc ça, c'est min-max. Je vais essayer d'aller vite parce qu'on est déjà quasiment aux trois quarts. Waouh! Comme quoi, on peut parler d'autolayout pendant des heures. Je vais passer rapidement sur l'alignement. En gros, l'alignement, c'est l'option qui a juste en dessous du resizing. C'est ce que j'appelle le biscuit tuc, parce qu'il ressemble vraiment à un biscuit tuc. Et en gros, il permet de déterminer dans quel coin, on va dire, à quel bord le contenu va s'ancrer. Donc, c'est quelque chose qu'on met au niveau du container. L'alignement, là, en l'occurrence, il est en haut, il est en haut à gauche. Je pourrais le mettre au centre, je pourrais le mettre à droite. Et vous voyez que le contenu derrière, il change. Parfois, là typiquement, je lui dis de s'aligner en haut à gauche ou en bas à gauche, et vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe. En fait, les choses vont se passer au moment de resizer. Donc, ce que je vous conseille de faire, si vous n'êtes pas trop sûr de si vous avez mis les bons paramètres d'alignement, c'est juste, quand vous êtes en hug, généralement, il n'y a pas vraiment la place pour que les choses se réalignent vraiment, même si la propriété est là. Donc, je vous conseille en fait juste au moment de le paramétrer, de créer un petit peu d'espace manuellement, de voir ce qui vous intéresse le plus en termes d'alignement. Et une fois que c'est fini, de toute façon, vous pouvez, en gros, il y a normalement, est-ce qu'on l'a enlevé? Il y avait un bouton pour resize, mais je crois qu'on l'a enlevé. Tant pis, c'est pas grave. Hop. Mais après, de toute façon, on peut juste remettre directement sur Hug Content dans les deux cas. Hop. Et voici. Et un autre truc intéressant à avoir en tête, c'est de la même façon que je vous montrais tout à l'heure, dès qu'on met un auto-layout, l'icône des calques change. L'icône change aussi. Là, vous voyez, je vais changer. Hop. Et vous voyez que l'icône se met alignée à gauche, à droite, en bas à gauche, etc. en fonction de ce que je change dans mon alignement. Donc ça peut être aussi utile à nouveau pour naviguer, comprendre comment sont structurés vos calques si jamais vous récupérez un fichier avec lequel vous n'êtes pas familier. Deux, trois options d'alignement supplémentaires qui sont bons à avoir en tête, elles sont un petit peu cachées. Première chose, c'est on peut inclure les contours dans l'alignement. C'est-à-dire que là, en gros, il aligne directement. Oups, je suis alignée en bas, je vais aligner plutôt. Non, c'était bien en bas, j'aime bien aligner en bas. Euh, Là, en gros, j'ai un contour externe sur cette carte, mais du coup, ce contour, je suis à 16 pixels, ce contour, il n'est pas pris en compte. Donc, ce qu'on peut faire dans ces cas-là, au niveau du container, c'est de dire, je veux que tu inclues le contour. Vous voyez que du coup, ça crée plus d'espace pour vous parce qu'il considère que le contour devient un objet. Un autre truc sur l'alignement qui est vachement utile, là, typiquement, j'utilise deux typos différentes de deux tailles différentes. Et vous voyez que enfin, si je sélectionne les deux, ils n'ont pas l'alignement au même endroit. Et ça va me rendre dingue. C'est tout petit, mais ça peut me rendre dingue si jamais je ne vois que ça. Et ce qu'on peut faire, c'est du coup, au niveau du conteneur, dire que je veux que tu alignes les textes. Et là, on respire. Et tout de suite, on respire. Et vous voyez que l'alignement, du coup, a changé pour dire que je suis alignée sur le texte. Je vais peut-être pas rentrer directement dans ce qui se passe avec les grids, mais en gros, les grids, vous voyez que ce ne sera pas à la même disposition. On aura une gaufre à la place du tuc. Et qu'en gros, cette gaufre-là, elle est juste pour déterminer l'alignement, on va dire, enfin, le nombre de colonnes et de grilles. Donc, il n'y a pas la notion d'alignement de la même façon. Ce qu'on a dans les grilles, en fait, c'est un alignement au niveau des colonnes. C'est-à-dire qu'en fait, sur chaque cellule de la grille, je vais pouvoir déterminer avec l'alignement tout en haut, là, je vais pouvoir dire, en fait, toi, tu es aligné dans la cellule donnée dont tu fais partie. Tu es, par exemple, aligné en haut, en bas, etc. Voilà. C'est juste un petit fun fact sur les grids. Padding and gaps. Allez, on va parler du coup des derniers paramètres, c'est-à-dire les marges et les espacements. Hop. C'est une chose que vous avez peut-être notée, c'est au moment d'ajouter un auto layout. Hop, je vais faire Shift A. Vous voyez que les choses bougent un petit peu, ou peut-être qu'elles bougent carrément beaucoup. La raison pour laquelle ça bouge beaucoup, c'est qu'en fait,
Figma, au moment d'ajouter l'auto layout, va aller chercher en fait les options les plus petites de marge qui existent. Il va essayer de créer des marges cohérentes autour de tous les éléments. Il aime pas la symétrie. Donc là, en l'occurrence, j'ai ma marge à droite qui fait 27 et celle en dessous qui fait 19. C'est elles qui sont les plus petites. Et donc, logiquement, quand je crée l'auto layout, il va me mettre tout à 27. Hop, et il va me mettre en dessous et en bas. On va être à 19 et on va être à 19. Voilà. Donc, c'est juste la logique qu'il y a derrière. Euh, Ces paramètres-là, vous pouvez du coup les voir au niveau de padding ici. Et pour les changer, il y a plusieurs façons. Soit vous pouvez les changer directement en glissant sur les paramètres là à droite. Vous pouvez carrément juste saisir un chiffre fixe. Ou vous pouvez, si vous voulez pas que ce soit symétrique, à nouveau, vous pouvez juste venir carrément manuellement éditer sur le design directement. Un autre truc à avoir en tête, c'est qu'on peut mettre des variables dans les paddings. Et ça peut être intéressant, notamment ce qu'on disait au début, c'est-à-dire de venir créer plus de contexte et pour les développeurs et potentiellement pour de l'IA. Si vous avez déjà une code base à laquelle l'IA va se raccrocher, les développeurs vont se raccrocher, qu'il y a déjà des variables, typiquement les utiliser ici dans l'auto-layout va fournir plus de contexte et c'est vachement bien. Je vous conseille de le faire. Et ensuite, on a l'espacement. Donc, les marges, c'est vraiment ce qui se passe autour, en haut, à droite, en bas, à droite, à gauche de votre contenu. C'est l'espace que vous mettez autour. Et l'espacement, c'est le gap, c'est ce qu'il va y avoir entre chaque élément. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que au niveau de l'espacement, on peut avoir qu'un espacement pas vertical et ou horizontal par auto-layout. On ne peut pas mélanger l'espacement. On ne peut pas dire dans un même auto-layout, je veux que... Donc là, j'ai un auto-layout vertical, c'est un container, il a quatre enfants, il a un titre, une image, un autre texte et un bouton. Je ne peux pas dire entre les enfants titre et l'image, je veux un espace différent que entre les autres enfants. Je ne peux pas faire si ça fait partie du même auto-layout. J'ai un seul gap. Vous voyez ici, en gros, il fait 24 pixels. De la même façon que, enfin, pareil que pour les marges, je peux le changer. Je peux faire un chiffre flat, mais vous verrez que ça change pour tout. Ça change pour tout. La seule exception, entre guillemets, c'est quand on est en wrap, par exemple, ou en grid. Vous voyez que je vais avoir deux gaps, parce que je vais avoir un gap vertical et un gap horizontal, pareil pour les grids. Mais ça, c'est parce que, voilà, on doit gérer les deux. On doit gérer de la verticalité et on doit gérer... Hop, j'ai mal fait ça. Hop, je vais revenir en wrap. Hop là, vous voyez que je dois gérer, du coup, un espacement vertical et un espacement horizontal. Mais voilà, en gros, c'est comme ça qu'on fait. De la même façon que pour les marges, on peut rajouter aussi hop, des variables directement dans les gaps. Et je crois que c'est à peu près tout. Ah si, il y a quand même une exception. Une des différences clés entre les marges et les gaps, c'est que les marges ne peuvent avoir que des valeurs positives, alors que les espacements, les gaps, peuvent avoir des valeurs négatives. Donc là, par exemple, je peux draguer, je peux aller jusqu'à moins, allez, on va faire moins 48. Et on peut du coup superposer des éléments avec AutoLayout où tous ces éléments seront superposés avec le même espacement entre. Et pour gérer quels éléments sont dessus ou dessous, à nouveau, on peut aller dans les paramétrages avancés et on peut définir first on top ou last on top et choisir dans quel ordre on veut cet empilement. Dernier petite astuce sur l'espacement, il y a un truc qui s'appelle espacement automatique. Vous voyez que quand je suis allée dans Gap tout à l'heure pour mettre ma variable, il y avait aussi une option qui me disait auto. Auto, en fait, c'est un peu comme le fil, mais pour les espaces. En gros, auto, ça veut dire que les espacements vont chercher, eux, à remplir toute la place disponible de façon équidistante, quelle que soit la largeur du container ou quelle que soit la taille des éléments dans le container. C'est-à-dire que si j'agrandissais ça, hop, les espacements resteraient quand même équivalents. En gros, il fait les maths à notre place pour juste déterminer quels sont les espacements qui sont bons à avoir. Et pour des choses comme des barres de navigation, typiquement, on veut qu'effectivement les icônes restent équidistantes, on s'en fiche un petit peu de l'espacement entre elles, c'est assez utile. Par contre, typiquement sur un entassement vertical, en fait, mettre un gap en auto, enfin, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de se dire, ok, je m'en fiche un peu si ça resize comme ça, je préfère avoir un espacement vertical toujours le même et juste me dire que tous mes éléments sont collés en haut. Dernier point. Ça a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais, dis donc. Ignorer l'auto-layout. Parfois, en fait, on a envie d'avoir l'auto-layout, parce que l'auto-layout, comme on voit, c'est assez cool, mais parfois, on n'a pas envie d'avoir l'auto-layout partout, parce que parfois, c'est juste impossible à gérer. Typiquement, là, sur cet écran, j'ai peut-être envie de rajouter une petite pastille de notification sur une de mes applications. Cet écran-là, on le voit ici, c'est un auto-layout. À l'intérieur, toutes ces applications-là sont auto-layout. Il y a à chaque fois le logo et un texte. Et donc, si je venais juste glisser
bah, on voit que ça va essayer de se caler automatiquement entre, et ça me rend un peu dingue parce que j'ai l'impression que tous mes éléments essayent d'éviter ma pastille de notification. Et même si j'arrivais à le rentrer dedans, en fait, il viendrait se caler entre les différents éléments à nouveau et ça m'embêterait. Dans ces cas-là, ok, oui, certes, je pourrais tout casser, enlever tous les auto-layouts et faire mon truc, mais pas forcément parce que ça reste intéressant d'avoir l'auto-layout pour cette grille-là. Ce que je peux faire, c'est, il y a une option, où est-ce qu'elle est? Si je le mets là-dedans directement, il y a une petite option qui va apparaître en haut à droite qui dit Ignore Auto Layout. Et du coup, cet élément va avoir un petit encadré qui va apparaître dans les calques. Et maintenant, cet élément, je peux le mettre où je veux dans l'auto layout et il va pas obéir aux règles de l'auto layout. Et donc, je peux le positionner en fait en positionnement, enfin, positionnement libre à nouveau. Et voilà. Une autre façon qu'on a de faire ça, c'est, il y a juste un raccourci clavier. Sur Mac, c'est CTRL et sur Windows, ça doit être S. Et donc, si j'appuie CTRL pendant que je le sélectionne et que je l'amène, je pourrais directement le placer où je veux. Hop, sans qu'il réponde aux règles de l'auto-layout. Exactement, c'est ce qu'on appelait Absolute Position avant, qui maintenant, en fait, s'appelle juste ignorer l'auto-layout. Et Et si... avant, et Vas-y. juste une petite astuce avec celle-ci, c'est important d'inclure des contraintes au même temps. Parce que si c'est pas bien marqué, ouais, ouais, tout à fait, la partie à droite. Ouais, C'est les contraintes là. Ces contraintes, en fait, c'est ouais, pas des choses qui s'appliquent à auto-layout. Les contraintes, ça s'applique à des éléments dans des frames qui ne sont pas des frames ouais. auto-layout, juste pour dire, en gros, à quel bord du frame il se raccroche pour être ancré quand les choses se redimensionnent. Donc voilà. Et donc on peut faire ça comme ça. Et si jamais vous avez quand même envie de tout casser, et ben c'est assez simple. Il suffit juste de recliquer là-dessus ou de repartir sur Freeform. Ou alors, si vous avez des designs très complexes avec plein d'auto-layouts dedans, vous avez envie vraiment de tout casser, il y a mon plugin préféré qui s'appelle Destroyer. Et Destroyer permet d'enlever plein de trucs, y compris les auto-layouts. Et vous voyez qu'en un clic, hop, ça m'a tout enlevé. Et je suis revenue sur des frames. J'avais prévu de faire un petit exemple, alors je vous invite à récupérer le fichier sur Community et re-essayer de faire ces exemples-là, notamment l'exemple numéro 2, il est assez sympa, qui permet en fait de faire un petit peu étape par étape, essayer de reconstruire un visuel. Ce dont vous allez vous rendre compte, c'est que souvent c'est plus simple de travailler du plus petit au plus grand quand on crée manuellement des layouts en auto-layout. C'est assez difficile en fait de repartir d'une layout qui est déjà toute faite mais qui n'est pas en auto-layout et d'essayer de mettre toutes les choses en auto-layout parce que souvent l'override se fait du plus petit vers le plus grand. Euh, alors, si on utilise Suggest Auto Layout que j'ai présenté au début, ça peut simplifier un petit peu la vie et donner un bon point de départ, donc ça peut être une option. Mais si jamais vous créez from scratch, honnêtement, vous allez sans doute vite vous rendre compte que c'est plus simple de commencer avec les éléments individuels et petit à petit de créer des blocs et d'unir tous ces blocs à la fin. Un peu de façon comme on fait de façon atomique avec les composants. Commencer par les composants plus simples et ajoutez-les les uns aux autres. Voilà, voilà. On est arrivé à la fin. J'allais faire un petit résumé rapide, mais je pense que c'est plus important qu'on passe aux questions assez rapidement. Mais en gros, auto layout, c'est du contexte utile pour les développeurs et pour les IA. Donc pensez-y. C'est pas juste pour vous simplifier la vie, c'est aussi pour faire des meilleurs produits. La relation entre conteneur et contenu, c'est le point de complexité principal. Si jamais vous arrivez à maîtriser et à vous rappeler qu'il y a des parents, il y a des enfants, et qu'en gros, un enfant, il peut remplir, un parent, il peut faire un câlin, c'est déjà pas mal. Auto-layout, Suggest Auto-layout, c'est un bon point de départ pour les choses un peu complexes. Feel, c'est votre ami si vous voulez faire du responsive et faire que les choses se resize bien sur les écrans, différentes tailles d'écran. Et si vous voulez des ressources, je vous conseille les deux fichiers Playground qu'on a. On en a un pour Auto-layout et un pour Grid. Et si vous voulez regarder un petit peu plus près tout ce qui se passe au niveau du serveur MCP ou de Figma Make, il y a pas mal de ressources qu'on va vous mettre à disposition. Je crois qu'Adrien, vous a déjà fait ça. Mais voilà. Il nous reste, on est très tight. Je pensais que ce serait beaucoup plus rapide la démo, mais on a pris beaucoup plus de temps que prévu. Est-ce qu'on a quand même le temps de prendre des questions? Moi, je suis libre encore pour quelques minutes, si vous voulez. On peut rester un peu plus longtemps. Je pense que oui. J'ai déjà mis quelques questions dans la presse, alors Alors, tu peux avancer et voir. alors, comment présenter un prêt-à-taille responsive avec différents breakpoints? Auto-layout, variable, plugin, Figma Sites. C'est une très bonne question. Donc, ce que j'entends dans ta question, ce que j'imagine, je comprends, c'est que ces différents breakpoints vont avoir effectivement des comportements peut-être assez différents. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut, avec Wrap, on va dire, simuler un petit peu différents breakpoints, de se dire, OK, à des moments donnés, ça va se resize, par exemple, sur une seule colonne au lieu de trois colonnes, si jamais on a une galerie avec des images.
Mais c'est vrai que parfois les comportements du coup entre ces différents breakpoints ils sont plus différents. Peut-être de mobile à desktop, il y a plus d'éléments qui vont disparaître, etc. En fait, je pense que pour un prototype, pour un truc avec lequel tu dois interagir, j'ai pas une bonne réponse. En fait, tu peux faire un petit peu tout. Mais ma meilleure réponse, c'est qu'aujourd'hui, je trouve que Figma Sites va le Ouais. plus loin dans la gestion du breakpoint pour de vrai et pour arriver à simuler quelque chose qui est vraiment réaliste au niveau des breakpoints. Après, je sais que Figma Sites n'est pas techniquement conçu comme un outil de prototypage en tant que tel. Mais je trouve que dans la maîtrise, en fait, le fait qu'on puisse designer différents breakpoints, enfin, bon, on peut avoir un breakpoint mobile, un breakpoint tablette, un breakpoint desktop, et dans ces breakpoints-là, on peut avoir des comportements auto-layout dédiés à ce breakpoint. Je trouve que c'est ça Ouais. qui va le plus loin. Les autres, c'est un peu plus acquis, mais c'est tout à fait possible de gérer avec des variables, de créer des variables, par exemple, d'espacement ou des variables booléennes qui vont masquer certains éléments quand on est en mobile versus en desktop. Et comme je montrais sur le nouveau inspection interactive qu'on a pour les développeurs aujourd'hui, les développeurs pourraient modifier aussi, du coup, ces modes-là pour justement dire, bah, maintenant, je bascule en mobile, du coup, ça va me cacher certains éléments, et puis ils peuvent resize à la main pour voir grosso modo ce que ça doit donner. C'est possible. Mhm. Après, je trouve, enfin, c'est juste mon point de vue en tant que designer. Aujourd'hui, l'expérience dans Sight, c'est un peu mieux et j'espère qu'on ira plus vers ça dans le reste des outils dans le futur. Hugo, tu voulais rajouter? Non, c'est exactement la même chose que j'avais en tête. C'est ça, c'est ça. Je dis pas que vous devez nécessairement designer dans Figma Sight directement. Figma Sight, c'est vrai, enfin, c'est fait pour être un outil de no-code et pour publier des sites. Mais c'est vrai que enfin, voilà, sur juste la partie, la gestion du responsive en particulier, je trouve qu'aujourd'hui, c'est là où on allait le plus loin dans le produit Figma. Et donc, je vous invite à aller, si vous ne l'avez pas encore exploré, testez-le pour voir, voir comment ça répond. Si vous pensez que potentiellement, c'est un truc à rajouter dans vos workflows pour faire des prototypes, pourquoi pas? Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas exactement la même façon de designer que sur Figma. Donc, si vous êtes habitué à être sur Figma, bah, peut-être que vous n'aurez pas forcément tous vos repères. Euh, mais sinon, Figma aujourd'hui, effectivement, auto-layout et variable peuvent rester une option. Deuxième question, comment garder le bon ratio pour un média photo lorsqu'on resize? Ah, je peux revenir là-dessus directement. Alors, je C'est, pense c'est c'est le lock c'est pas- aspect ratio. Ouais, ouais, exactement. Et je pense que nous avons évité de mentionner ça. Et ça, c'est ouais, C'est lui. assez important. Ouais, c'est J'essaie lui. de trouver peut-être un exemple où j'ai ça justement. Est-ce que là, du coup, si lui, ça grand... Oui, donc typiquement, là, vous voyez que j'ai une image, mais du coup, comme je l'ai mis en fil, verticalement, elle va s'allonger. Et peut-être que j'ai pas envie qu'elle s'allonge et qu'elle se croppe. Peut-être que j'ai envie qu'elle garde exactement cette proportion-là. Je sais pas sur quelle proportion on est. Si j'active du coup au niveau de l'image le Locked Aspect Ratio, vous allez voir les petits largeurs et j'aime beaucoup l'animation. La largeur et la hauteur se font un petit bisou. Hop. Et donc ça veut dire que maintenant les deux sont liés. Et donc même quand je resize, si la largeur est fil, il va quand même préserver la relation, le ratio entre hauteur et largeur. Et vous voyez que du coup l'image va s'agrandir avec le même ratio. Donc voilà, pour préserver les ratios d'un média. Oula. J'ai aussi mis la réponse d'Antoine parce que je pense que nous sommes d'accord avec cette partie aussi. Euh, pour, pour cette partie, il y a aussi la possibilité avec Dev Mode de voir le REM, les valeurs de REM, au lieu de voir les valeurs de pixels. Mais il n'existe pas la possibilité d'avoir des pourcentages dans Figma. C'est juste des unités en pixels pour le moment. Mais on voit, on verra. Je pense que c'était la bonne réponse, effectivement. Alors, je sais pas si on aura le temps de passer sur toutes les questions en vrai. Hugo, est-ce que tu penses qu'on a le temps ou est-ce qu'on priorise ou... Gérer Euh, font technique, je, naming je, des classes, structure CSS. C'est peut-être une question pour toi plutôt. je pense que ça, ouais, ça devrait être la dernière question. Je vais bouger merci pour ça. Auto-layout avec le scroll en prototype. Oui, ça c'était une question que Ah, j'avais posée au cas où on voulait poser, mais on n'est pas obligé d'y répondre si personne ne l'a posée. Euh, Tu veux répondre à cette question-là? ouais, alors dans ce cas, je pense que avec Figma Sites encore, ça c'est beaucoup plus basé au comportement de web, mais on voit que ça c'est un peu la mélange qu'on a dans Figma de supporter toutes les plateformes d'Astin. Alors, d'avoir la possibilité de faire des designs pour native applications et au même temps que des applications pour le web. Et ça, c'est un peu les contraintes qu'on a euh, de, de,
si on fait une copie exactement de tous les comportements de web, ça réduit la possibilité de faire des designs ouais, pour la partie de native. Alors, ouais, je sais qu'on a besoin d'avoir encore de fonctionnalités pour le web et nous manquons quelques fonctionnalités pour ça, mais pour la plupart, la flexibilité de la canvas et d'avoir cet équilibre, de laisser des designers à designer pour beaucoup de plateformes, c'est notre. Ouais, je sais pas. Ça, c'est pour le moment. Non, mais ça. Pour le moment, ça, c'est juste ouais, l'opinion personnelle de celle-ci. Je sais Il y a des choses dans ce que tu disais là, Antoine, qui vont se faire prochainement. Il y a des choses, il y a des choses sur lesquelles on pas. travaille activement, donc je suis pas très inquiète là-dessus. Et j'ai vu qu'il y avait des questions qui passaient dans le chat sur Grid et sur les possibilités que Grid offrait aujourd'hui, notamment le fait de pouvoir resizer sur plusieurs tracks avec du responsive, Mhm. enfin de passer sur différentes colonnes avec du responsive. À nouveau, je pense que c'est quelque chose que Sites aujourd'hui est un peu plus sur lequel Sites est un petit peu plus avancé. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui Grid reste en bêta, qu'on est en train de travailler activement sur deux, trois fonctionnalités très très clés, on le sait, pour pouvoir le faire sortir de bêta. Et donc, je ne peux pas m'engager sur des timings et sur du détail, mais en gros, to come very soon. Rendez-vous très bientôt. Exactement. Voilà, Et ça, voilà. voilà, c'est terminé. Très belle journée. On a dépassé un petit peu, donc merci d'avoir tenu tout ce temps-là avec nous. Et puis du coup, bonne première semaine de rentrée. Profitez-en, reposez-vous bien et tout ça, tout ça. Ciao, Ciao. ciao.